Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais te présenter le code sous-loc. C'est ma méthode en 4 étapes qui va te permettre de développer un business de sous-location Airbnb en parallèle de ton activité. Donc que tu sois salarié ou étudiant. Tu commences peut-être à t'intéresser depuis un moment au business de la sous-location professionnelle ou que tu découvres même peut-être le concept avec cette vidéo-là. Que tu veuilles créer une source de revenus complémentaire en parallèle de ton activité ou même que tu as envie de créer un business qui va te permettre de remplacer ton job actuel, cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Le but de cette vidéo, c'est que je garde rien pour moi et que je te livre tout de ma méthode pour que tu puisses la dupliquer de ton côté. Avant que je te présente ma méthode, je vais rapidement te présenter le business de la sous-location professionnelle et t'expliquer pourquoi c'est l'un des meilleurs business à lancer. Concernant le business de la sous-location professionnelle, c'est vraiment très simple. Tu vas, en fait, toi, personne qui veut créer un business de sous-location Airbnb, tu vas créer une société. Avec cette société-là, tu vas louer un appartement à un propriétaire en lui payant un loyer fixe chaque premier du mois. Avec ce propriétaire-là, il va te donner l'autorisation de toi faire de la sous-location, donc de sous-louer son bien sur des plateformes telles que Airbnb et Booking. Et en fait, le surplus que tu vas générer par rapport au loyer que tu payes au propriétaire, ça va tout simplement être ton bénéfice. Et on va voir tout de suite les avantages du business de la sous-location. La première chose, c'est que tu peux investir dans l'immobilier sans passer par les banques. Donc forcément, si tu ne passes pas par les banques, ça veut dire que tu n'as pas de crédit sur le dos pendant 20-25 ans. Donc ça, c'est vraiment l'un des gros avantages de ce business. Le deuxième avantage qui rejoint le premier, c'est que tu peux commencer avec un petit apport. Forcément, tu n'as pas besoin de passer par les banques, tu n'as pas besoin de faire un crédit, donc tu n'as pas besoin d'avoir 10, 15, 20 000 euros d'apport à mettre sur la table pour pouvoir avoir un crédit derrière. Demain, si tu veux lancer un business de sous-location Airbnb, avec 3 000 à 5 000 euros, tu peux largement commencer. Un autre avantage, c'est que tu peux démarrer en parallèle de ton emploi actuel, comme je l'ai fait moi-même. Moi, quand j'ai commencé cette activité-là, j'étais étudiant en alternance. Donc, j'étais salarié et étudiant. Donc, c'est la preuve que c'est largement possible, c'est complètement possible de lancer ce business en parallèle de ton activité. Peu importe ton profil, tu peux lancer ce business-là car tu n'as pas besoin de fiche de paie ou de justificatif de revenus. Ça, c'est vraiment grâce au contrat de sous-location qu'on va utiliser. En fait, grâce au contrat, il y aura certaines clauses et garanties dedans qui vont permettre en fait de propriétaires de ne pas prendre nos fiches de paie ou justificatifs de revenus. En fait, c'est un peu un business à l'américaine. Quand tu as l'argent sur la table, c'est parti, tu peux lancer ton business. Un autre avantage, c'est que c'est un business mi-physique, mi-digital. Moi, j'ai essayé de lancer des business, par exemple, comme du e-commerce, et je sais que c'était beaucoup trop abstrait pour moi. Et je sais que c'était le cas pour beaucoup de personnes également. Et donc là, tu as vraiment le meilleur des deux mondes avec une partie mi-physique. C'est de l'immobilier, on sait que ça va perdurer dans le temps, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est mi-digital et ça va te permettre de gérer ce business n'importe où dans le monde. Tu peux générer tes premiers revenus en 30 jours. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros avantage ici. C'est que en 30 jours, tu poses l'argent sur la table, tu cherches ta sous-location et en 30 jours, tu peux déjà commencer à générer tes premiers bénéfices. Or qu'avec l'achat d'un bien, de l'immobilier, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça va prendre minimum, je dis bien minimum, entre 3 à 6 mois avec la phase du notaire. Et je ne parle même pas de si tu as des travaux après, etc. Donc ça peut être très, très long. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ma méthode. Donc, je l'ai nommé donc, le code sous loc. Donc, c'est en 4 étapes, comme je te l'ai dit précédemment. C'est vraiment, chaque étape est reliée. Il n'y a pas une étape qui va sans l'autre. La première chose, c'est déjà d'avoir les bonnes bases légales dans cette activité-là. Avoir les bonnes bases légales, ça va ensuite te permettre d'aller chercher les biens en faisant une analyse de marché et surtout pour trouver les biens qui vont être rentables. Quand tu auras trouvé ce bien rentable, donc donc il y a un propriétaire derrière ce bien-là, donc il va falloir que tu le convaincs. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de scaler. On va commencer par la première étape, donc avoir les bases légales. Si tu n'as pas les bases légales, tu n'auras pas une activité forcément qui va être dans les normes et tu risques d'avoir des problèmes, des amendes par la suite. Donc la première chose, ça va être de créer ta structure juridique. Tu vas me dire, mais quelle structure choisir? Il n'y a pas de structure parfaite. Il y a une structure parfaite pour toi par rapport à ta situation. Donc, j'ai résumé ça comme ça. Donc, si tu cherches à avoir plus de 5 sous-locations la première année, il faut plus que tu pars vers une société. Donc tout ce qui va être SAS, SASU, EURL, SARL, parce que ça va être beaucoup plus adapté à ta situation. Et si tu as des gros objectifs, c'est que normalement, tu as un gros capital qui suit
derrière. Et la deuxième chose, ça va être, donc si tu vises moins de 5 sous-locations la première année, c'est que voilà, tu veux y aller plus à tâtons, commencer tranquillement, commencer doucement sans trop prendre de risques. Dans ce cas-là, la micro-entreprise elle va être parfaitement adaptée à ta situation parce que ça va te permettre de commencer sans trop prendre de risques, sans avoir de gros frais de création de structure, parce que la société, c'est à peu près 1 500 euros à créer. La micro-entreprise, c'est gratuit. Donc voilà. Ensuite, quand tu as créé ta structure, la chose à comprendre, c'est que chaque ville a sa réglementation par rapport au Airbnb. Donc, il y a des villes où tu vas avoir le droit de faire du Airbnb et d'autres villes où tu ne vas pas avoir le droit de faire du Airbnb. Et donc, les villes de plus de 200 000 habitants, généralement, il y a souvent des restrictions. Et quand tu commences à partir dans ces villes-là, c'est plutôt compliqué. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt viser et cibler des villes qui vont être entre 50 000 et 200 000 habitants. C'est OK, c'est des villes où il n'y a pas beaucoup de restrictions. Et en plus, c'est des villes où il y a déjà un minimum de nombre d'habitants. Donc, il y aura déjà un certain volume, un certain trafic dans la ville, ce qui va nous permettre déjà de se lancer dans une ville où l'analyse de marché elle a de fortes chances d'être validée. Ensuite, il va falloir que tu vérifies le règlement de copropriété. Pour résumer, donc on a dit la première étape, c'est vérifier la ville. La deuxième étape, c'est de vérifier le règlement de copropriété. Le règlement de copro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un règlement qui va dire ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire au sein d'un immeuble. Très clair. Et en fait, dans ce règlement de copro, il y aura certaines clauses qui vont dire si tu as le droit de faire du Airbnb ou si tu n'as pas le droit de faire du Airbnb. Et donc, ça va être à toi de demander ce document au propriétaire avant de signer la sous-location pour pouvoir voir si tu as le droit de faire du Airbnb dans l'appartement. Et enfin, le bail de sous-location professionnelle, c'est le pilier de notre activité. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas dans la légalité. Et s'il vous plaît, évitez-moi les baux que vous allez rédiger avec ChatGPT, vous allez trouver sur Internet. Les baux ne vont pas être adaptés à l'activité et en plus, si jamais il y a un problème derrière, ça va se retourner contre vous. Donc, ce qu'il faut, ce qui est le plus adapté pour l'activité de sous-location professionnelle, c'est un bail de droit civil, donc qui va être rédigé par un avocat. C'est un contrat qui coûte à peu près 1 500 euros à faire rédiger, mais au moins vous savez que vous êtes parfaitement dans la légalité et que vous n'allez pas avoir de problème par la suite. Et par rapport à ce bail-là, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aurai un petit cadeau pour toi par rapport à ce bail. On passe à l'étape suivante, qui va être l'analyse de marché. L'analyse de marché, c'est super important parce que le but, c'est pas de prendre un appartement et de se rendre compte 2-3 mois après qu'on perd de l'argent tous les mois. On est là pour gagner de l'argent. Donc, comment tu vas calculer la rentabilité d'une sous-location? Tout simplement, il y a deux équations. La première, c'est de savoir combien cette sous-location va te générer. Et la deuxième, c'est de savoir combien cette sous-location va te coûter. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment très très simple. Pour pouvoir savoir combien cette sous-location va te générer, tu vas utiliser des outils d'analyse de marché tels que RDNA. Donc RDNA, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un logiciel qui est en fait scrappé à Airbnb et qui va récolter toutes les datas. Donc les prêts à la nuitée, les taux d'occupation, etc., etc. Et tout simplement, en fait, on va prendre un exemple. Tu vas lui donner une adresse à RDNA. Par exemple, 1 avenue Général de Gaulle. Et avec cette adresse-là, il va faire une moyenne de tous les appartements qui correspondent à l'appartement avec les critères que tu lui as donnés, parce que tu peux donner des critères assez précis, donc le nombre de chambres, le nombre de voyageurs, le nombre de salles de bain. Et en fonction de ces critères-là, lui, il va aller chercher les appartements qui sont similaires aux alentours de l'adresse qu'on lui a communiquée et te donner une moyenne sur combien tu vas pouvoir générer. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir estimer ton chiffre d'affaires annuel, donc combien tu vas pouvoir générer. La deuxième chose, c'est de savoir combien la sous-location va te coûter. Pour savoir ça, j'ai pris l'exemple d'un studio juste ici, donc un studio T2. Avec tout ça, c'est des charges mensuelles. Donc le loyer, donc ça va varier selon l'appartement que tu vas prendre. Le ménage, selon si tu es en Ile-de-France, plus en province, ça va être entre 20 et 40 euros par prestation, en sachant que j'ai mis x5 ici parce qu'il y a à peu près 5 prestations dans le mois. Donc, ça va te permettre, donc 5 x 20 par exemple, ça va te faire 100 euros par mois. Ensuite, électricité, gaz, internet, assurance. Donc, tout ça, c'est les charges mensuelles. Ensuite, tu vas faire x12 pour reporter ça à l'année et tout simplement pour avoir ta rentabilité, tu vas tout simplement faire ton chiffre d'affaires, donc combien tu vas générer avec les statistiques que tu as trouvées sur RDNA, moins les charges annuelles que tu vas avoir et ça va te donner ton bénéfice annuel, tout simplement. Et il faut également faire attention à croiser le maximum d'outils d'analyse possible. Parce que RDNA, c'est un top logiciel, mais le but, c'est de croiser le maximum d'informations, d'outils d'analyse
pour voir si avec ces différents outils, tu es toujours rentable. Comme ça va maximiser ta chance de tomber sur un appartement rentable. La prochaine étape qui peut être quelque chose d'assez gros et qui fait peur aux personnes qui se lancent, c'est convaincre un propriétaire. On va voir tout ça dans le détail. Pour avoir des résultats, c'est très simple. Encore une fois, je le répète beaucoup ce mot-là dans cette vidéo parce qu'il faut simplement suivre le process et le répéter jusqu'à temps d'avoir des résultats. Et ici, le but, c'est de contacter entre 5 et 10 propriétaires par jour. Il faut comprendre que plus tu vas faire du volume, plus tu vas avoir des résultats rapidement. Donc, plus tu vas contacter de propriétaires, plus tu vas avoir des résultats rapidement. C'est vraiment cette trame-là qu'il faut suivre. Ensuite, quand tu vas contacter des propriétaires, tu auras deux possibilités, soit par message, soit par appel. Moi, je recommande plutôt l'appel parce que c'est beaucoup mieux pour s'exprimer, pour expliquer les avantages du concept, etc. Je sais que ce n'est pas forcément facile au début, mais comme je le disais avant, c'est le volume qui va faire que ça va devenir facile. Donc, il faut vraiment faire du volume chaque jour. Et il y a également les messages, mais moi, les messages, je les utilise uniquement pour rediriger un propriétaire par appel. Parce qu'en fait, parfois sur Le Bon Coin, les numéros ne sont pas disponibles directement, donc il faut passer par le message. Donc moi, le message me permet d'essayer d'avoir le numéro ou de laisser mon numéro au propriétaire pour qu'il puisse me contacter par la suite. Quand tu auras ce propriétaire au téléphone, tu vas faire une approche en 3 étapes. La première étape, c'est de mettre en confiance le propriétaire. Pour ça, tu vas d'abord poser des questions. Pendant les 2-3 premières minutes, tu vas uniquement poser des questions concernant l'appartement. Tu ne vas pas encore te présenter pour mettre en confiance le propriétaire, lui montrer que tu es vraiment intéressé par l'appartement. La deuxième étape, c'est d'expliquer le concept. Donc à ce moment-là, tu vas commencer à te présenter que tu es une société et que tu es là pour accueillir des professionnels en déplacement, que tu vas louer son appartement pour accueillir des professionnels en déplacement. Et suite à ça, suite à cette explication-là, le propriétaire aura des objections, aura des questions. Donc ça va être ton boulot, ton travail de préparer déjà ces objections-là et de savoir comment y répondre. Les objections du style « Ah, je ne suis pas intéressé ». Ah, mais je préfère un locataire traditionnel. Ah, mais j'ai toujours l'habitude de passer par un locataire traditionnel, je n'ai pas envie de changer. Toutes ces objections-là, ça va être à toi de les préparer et de savoir y répondre. Parce que c'est normal que le propriétaire a des objections, parce que c'est très souvent les propriétaires quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils veulent en savoir plus. Quand tu vas appeler le propriétaire, tu vas pouvoir le convaincre grâce à 2 avantages et 2 arguments principaux. Il y en a plein d'autres à côté, mais ici, je vais te présenter les 2 principaux. Le premier, c'est l'entretien de l'appartement. Son appartement, il va rester dans un état impeccable. Quand tu vas l'appeler, ce que tu vas lui expliquer, c'est que en fait, l'appartement, c'est notre outil de travail. Ça veut dire que nous, on accueille une clientèle de passage. Si on veut que l'appartement reste dans un top état pour nos différents clients, que nos clients soient satisfaits, qu'ils nous recommandent et même qu'eux-mêmes reviennent dans l'appartement, on n'a pas le choix que d'entretenir l'appartement et qu'il reste dans un état qui est nickel. Donc forcément, on va entretenir l'appartement à nos frais en plus et ça permet au propriétaire de garder sur le long terme un appartement qui est dans un état irréprochable. Et le deuxième avantage qui est vraiment, ça c'est l'avantage le plus important entre les deux, c'est les impayés. Je suis sûr que tu as déjà entendu quelqu'un dans les médias ou un de tes proches ou même peut-être toi-même qui a été dans cette situation d'impayé avec des locataires qui squattent illégalement ton appartement. Enfin, illégalement, légalement. Aujourd'hui, quand un locataire reste dans ton appartement, il peut légalement rester dans ton appartement, le squatter pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, le propriétaire va essayer de faire une procédure d'expulsion pour qu'il quitte le logement. Pendant ces 2 ans-là, le propriétaire n'a pas de loyer et le propriétaire paye un crédit derrière parce que lui, il a un crédit sur le dos. Donc, il sort de l'argent de sa poche pour payer ce crédit-là. Donc, nous, quand on vient, grâce surtout au contrat de sous-location qu'on pose sur la table avec le propriétaire peut nous expulser au moindre impayé. C'est-à-dire que on entre dans son appartement. Le 1er du mois, on doit payer le loyer. Le 2 du mois, si on n'a pas payé le loyer, le 2, il peut nous virer de l'appartement sans justificatif et totalement légalement. Chose qu'il ne peut pas faire avec un locataire traditionnel parce que le locataire traditionnel, il est protégé par le droit social et du coup, il ne peut pas se faire expulser comme ça. Il y a toute cette procédure d'expulsion que je viens de vous expliquer. Donc ça, c'est vraiment l'avantage le plus important qu'il faut faire comprendre au propriétaire, qu'il sache que si jamais il y a un impayé, il peut nous expulser. Et forcément, nous, on a fait une analyse de marché juste avant, donc on sait qu'on va pouvoir assumer le loyer et qu'on n'a aucun problème à mettre cette clause-là dans le bail. Donc c'est vraiment cet avantage qu'il faut faire comprendre au propriétaire.
Ensuite, si tout s'est bien passé, tu vas réussir à décrocher une visite. La visite, c'est vraiment une formalité où tu vas voir, où tu vas aller visiter le bien, voir si tout est OK, réitérer les avantages, réexpliquer bien le concept au propriétaire et répondre à ses questions. Et la chose qui est le plus important lors de la visite, au-delà des avantages, euh, des arguments que tu vas avancer au propriétaire, c'est inspirer la confiance et créer une vraie relation avec le propriétaire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand ils vont faire leur visite, OK, je vais donner le maximum d'arguments au propriétaire, c'est sûr, il va être convaincu. Oui, enfin, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien. Oui, ça sert, mais l'autre moitié du travail, c'est inspirer confiance au propriétaire. Donc, quand tu viens être serein, montrer de savoir de quoi tu parles, être vraiment avoir confiance en toi, essayer de nouer une relation avec le propriétaire, en savoir plus sur lui, lui poser des questions sur lui, depuis combien de temps il a ce bien, pourquoi il a acheté, est-ce que c'est plus du patrimonial, est-ce que c'est plus du cash flow qu'il veut. Vraiment en savoir plus, essayer de créer une vraie relation avec le propriétaire et c'est vraiment ça qui va donner au propriétaire la confiance en toi et qui au final va vouloir te laisser son appartement. Et si tout se passe bien et que tu as tout bien fait jusqu'à là, tu vas signer ton appartement et il y aura donc la dernière étape qui va être de scaler. Scaler, ça va être très important pour pas devenir esclave de ton Airbnb et pas te créer en fait un deuxième boulot. Ça, déjà, la première chose, ça va être de préparer ton appartement. Donc, préparer le linge, préparer les équipements, faire l'ameublement. Donc, si c'est un appartement meublé, compléter les meubles. Si c'est un appartement nu, donc acheter des meubles qu'il faut, acheter des équipements type location courte durée, machine à café, etc., etc. Et le but également, c'est de mettre en place une décoration qui va créer un effet waouh. Le but, c'est que quand le client scrolle sur Airbnb, il ait cette annonce avec tes photos qui lui tape à l'œil et que c'est sur ton annonce qu'il a envie de cliquer. Donc ça, c'est vraiment important. Donc déjà, quand vous rentrez dans l'appartement et que vous mettez en place la décoration, ayez cette vision de créer un effet waouh. Et s'il vous plaît, passez par un photographe professionnel, ne passez pas avec des photos à l'iPhone. Il y a de plus en plus de concurrence aujourd'hui avec Airbnb, donc aujourd'hui il faut se démarquer et ça passe en partie par les photos professionnelles. C'est un investissement de 100 euros que vous allez largement retrouver derrière avec le taux de clic, le taux de réservation que vous allez avoir. Le point important dans la partie scaler également, c'est tout ce qui va être automatisation. Parce que si vous automatisez pas bien vos appartements, vous allez crouler sous l'eau. Il y a deux points importants. Donc, la première chose, ça va être d'automatiser le check-in. Donc, ça peut passer par l'installation d'une boîte à clés ou d'un Kines. Le Kines, c'est très simple. C'est un point relais, comme quand vous allez récupérer un colis. Au lieu de récupérer un colis, le client va récupérer une clé en l'échange d'un code que vous lui aurez communiqué en amont. Et ces informations-là, vous allez mettre en place des messages automatiques qui vont être programmés et qui vont s'envoyer tout seul. Et surtout, ça va vous permettre en fait, au client d'accéder à l'appartement sans même avoir à vous contacter. Et le deuxième point qui est important à automatiser, c'est tout ce qui va être ménage et linge. Surtout, trouver une femme de ménage de confiance parce qu'en soi, c'est elle qui va quasiment tout gérer dans l'appartement. Les consommables, le linge, le ménage, l'état du logement, parce que c'est elle qui va vous faire des retours photos, vidéos de ce qui est cassé, de ce qui manque. Et si vous n'avez pas une femme de ménage de confiance, elle ne va pas vous faire les bons retours, les clients ne vont pas être satisfaits, vous allez avoir des mauvais avis et votre rentabilité va baisser. C'est un cercle vicieux. Donc là, il faut vraiment trouver une bonne femme de ménage pour qu'elle vous fasse les bons retours et que constamment vous puissiez garder l'appartement dans un bon état pour qu'il puisse continuer de satisfaire aux clients. Ensuite, vous allez, une fois que tout ça est automatisé, créer une annonce Airbnb et Booking. Il faut savoir que c'est des algorithmes qui travaillent en arrière-plan. Et donc, il faut bien optimiser vos annonces pour que justement les clients cliquent sur votre annonce, qu'il y ait un maximum de taux de réservation, un maximum de taux de clic, que l'algorithme le détecte et continue de vous mettre en avant sur la plateforme. Et ensuite, ça va être vraiment la partie pilotage de l'activité, donc comment gérer son prix et comment gérer son taux d'occupation. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ici. C'est toi qui gères ton taux d'occupation. Exemple. Si demain, je te dis, voilà, tu as un petit studio qui est en région parisienne, que tu loues à 5 euros la nuit, tu penses que tu auras combien de taux d'occupation? 100%, on est d'accord. Si ce même studio-là, voilà un studio basique quand on parle, que tu mets à 500 euros la nuit, combien tu penses que tu vas avoir de taux d'occupation? Zéro. Donc, si tu arrives à comprendre ça, tu vas comprendre que si tu arrives à trouver justement le prix à la nuitée auquel le marché est
précisément prêt à payer pour ton appartement, tu vas pouvoir atteindre assez aisément les 90% de taux d'occupation. Et ensuite, en fonction du prix que tu vas trouver à la nuitée, selon les saisons, etc., bah, chaque semaine, tu auras juste à faire un point, par exemple tous les lundis, pour voir si les réservations tombent ou pas assez et ajuster ton prix à la nuitée. Et enfin, tu vas définir, donc comme je le disais précédemment, un prix qui va te permettre donc d'atteindre les 90% de taux d'occupation. Donc voilà ma méthode en 4 étapes qui va te permettre de lancer ton business de sous-location Airbnb. Donc si jamais tu as des questions par rapport à ma méthode, donc je te laisse m'envoyer un message sur Instagram et je t'avais promis un petit cadeau pour le bail de sous-location professionnel. Donc je te laisse m'envoyer masterclass en DM sur Instagram et comme ça on pourra discuter de tout ça et voir comment je peux t'aider. Donc mon Instagram c'est Jordi-Boko, tu l'as juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aidé